de vouloir partager à travers l'Afterwork RH quelque chose de vrai, quelque chose qui transcende les silos de l'entreprise que sont les RH, les managers, la direction, etc., etc. C'est très formel, hein, c'est très formel, c'est très normé, c'est très ancré, et j'ai envie de dire, c'est comme ça que les entreprises fonctionnent. Donc, elles fonctionnent. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas possible, notamment avec une session comme celle-là, d'amener un supplément d'âme, un supplément de connaissances, un supplément de réflexion qui permette d'aller au-delà des précarés, au-delà des préconçus et de ce qu'on a l'habitude de voir ou d'entendre dans le cadre de formation managériale ou dans le cadre de sessions classiques. Là, l'idée, c'est vraiment de vous donner les éléments, les billes pour comprendre finalement quel est le contexte managérial en 2023. Et tout le monde le sait, le contexte a évolué et on vit une période qui est assez particulière. Mais en fait, on se rend compte en observant correctement que les collaborateurs d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'il y a 10 ans, mais les RH non plus, les managers non plus et les dirigeants non plus. Et finalement, on a souvent tendance à se dire, vous avez vu, le recrutement a évolué à travers le digital, la formation a évolué à travers le digital, de nouvelles modalités, etc. OK. Mais en fait, si on observe bien, c'est l'ensemble des départements RH qui évoluent et c'est l'ensemble des entreprises, même plus globalement, qui là aussi évoluent, échangent et se transforment. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, contrairement à il y a encore 10 ans, la transformation et le changement dans les entreprises, c'est la norme. C'est finalement le quotidien. Donc, si le changement et l'évolution permanente, c'est aujourd'hui notre quotidien, plus qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on était juste avant la crise il y a même une quinzaine d'années, juste avant la crise de 2008. On avait une forme de stabilité dans le business, dans le fonctionnement, dans les, comment dire, dans les perspectives qu'on avait. On était capable d'une année sur l'autre de percevoir ce qui est possiblement allait se passer dans le cadre d'évolution des collaborateurs, dans le cadre de l'évolution du business, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile que de se projeter à 1 an, 2 ans ou 3 ans. D'ailleurs, si je vous le demande, quelle est votre vision à 1 an, 2 ans et 3 ans? Vous aurez peut-être de grandes directions, mais c'est assez difficile d'anticiper les changements et les transformations qui seront les nôtres, même encore dans 1 an. Est-ce que vous partagez cette approche? Est-ce que ça vous fait réagir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Oui, tout à fait, oui, oui, tout à fait, non. C'est vrai que, en fait, ce constat est largement partagé dans les entreprises, hein. Et merci Manon, merci de ce retour. Effectivement, en fait, cette transformation, je pense que depuis le Covid, parce qu'on parle souvent du Covid, la crise sanitaire, le fait qu'on était confiné, c'est une chose. Mais il y a aussi toutes les habitudes derrière qui en ont découlé. Mhm. Typiquement, quand on prend le télétravail n'est pas le fait du Covid. On avait initié des actions de télétravail avant la pandémie, bien évidemment, et avant le confinement. On a juste accéléré et mis un coup d'accélérateur sur des choses qu'on savait déjà faire. Mais finalement, il y a énormément de choses qui ont évolué dans nos comportements, notamment par rapport aux autres, notamment dans nos relations sociales, qui depuis le Covid, depuis la surutilisation du digital, a fait évoluer nos comportements, nos compétences comportementales et notamment managériales. Et aujourd'hui, ça me paraît essentiel que de euh, se poser quelques instants sur la façon dont on a managé jusque-là les équipes. Et typiquement, quand on voit les différents styles managériaux qui sont présentés ici, on va balayer rapidement, hein, le management directif, finalement, qui est le fait euh, de diriger ces équipes, de leur donner une direction, de leur donner une ligne de conduite. Là, la participation des équipes, la proactivité, en tout cas les propositions des équipes sont moins marquées dans ce style managérial on a un manager qui aura cette tendance à être leader, qui aura tendance à diriger les équipes, qui aura tendance à donner la direction et qui attend de ses équipes un engagement pour suivre les directives qui seront données. Ensuite, on a le management persuasif qui est basé sur, j'allais dire, ça me fait immédiatement penser à la processcom et au profil de processcom qui est le persévérant. Le persuasif va essayer de persuader justement ses équipes, ses collaborateurs que la marche à suivre est celle qui est donnée et d'embarquer ces équipes. Il y a une volonté d'engager les collaborateurs autour de projets qui ont du sens, avec un manager qui sera beaucoup plus à l'écoute finalement de ses équipes pour justement amener les éléments qui vont persuader les équipes d'aller là où le manager souhaite aller. Et là, il y a une véritable volonté de la part du manager d'embarquer avec lui
pour finalement expliquer le bien fondé de la démarche qu'il y a derrière ça. Et quand on parle du persévérant en process com, c'est quelqu'un qui marche avec des valeurs. C'est quelqu'un qui marche parce que il sait que il œuvre pour quelque chose qui a du sens pour lui et qui résonne en lui en termes de valeurs et en termes de projet et en termes de vision. Et c'est pour ça que le manager qui va utiliser le style managérial persuasif va vraiment chercher à embarquer et à comprendre ses équipes. Il y a le management délégatif. Donc là, on est sur, en général, comment dire, un fonctionnement d'équipe assez mature, globalement, où le manager porte une véritable confiance à ses collaborateurs et va les responsabiliser en leur donnant des missions et des tâches qui correspondent exactement à ce pourquoi ils sont faits et comment il va pouvoir les faire évoluer avec ces missions et ces tâches. Concrètement, je suis manager, j'ai une personne dont je sais qu'elle a des qualités relationnelles et organisationnelles notables. Je vais la challenger en lui donnant un projet à penser et à réfléchir par elle-même. Et je vais lui demander finalement qu'elle fasse des propositions, qu'elle revienne vers moi avec des éléments qui aillent presque au-delà de mes attentes. Ça, c'est quand on délègue, c'est que finalement, en ce qui me concerne en tant que manager, et c'est pour ça que, que j'ai créé l'Afterwork RH, finalement, c'était en mesure d'animer cette communauté, ces gens, ces personnes. Je parle évidemment des organisateurs partout en région que je salue s'ils regardent le webinar en replay. Où c'est parce que finalement, voilà, lorsqu'on fait confiance à ces équipes, lorsqu'on leur donne euh, le crédit de l'action, la capacité à faire, il se passe quelque chose d'assez prodigieux et d'assez fantastique. La confiance crée l'action, crée l'envie et l'engagement des collaborateurs. Et ça, je trouve ça assez fantastique. Et c'est vrai que je me retrouve pas mal dans ce management délégatif. Et pour terminer, il y a le management participatif, là, qui incite largement les managers à faire participer les équipes en termes, non pas de prise de décision à proprement parler, mais de moyens d'y arriver. Moyens d'arriver à atteindre les actions, les objectifs, le manager va donner la possibilité aux équipes de participer activement à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet. Il pourra même aller jusqu'à, dans le cadre de la participation, euh, il pourra même aller dans le cadre de proposer aux équipes qu'elles puissent adapter elles-mêmes leurs objectifs à la mission. C'est-à-dire que le manager va faire preuve d'une écoute telle que, au lieu de fixer des objectifs qui lui semblent atteignables, il va quand même prendre en compte la faisabilité et les capacités de ses équipes pour ajuster les objectifs liés aux missions. Et dans ce cadre-là, on est vraiment dans une organisation qu'on appelle les organisations plates, où on va essayer au maximum d'aller chercher les collaborateurs, pour les faire participer, évidemment. Il y a un biais que vous serez amené à vivre en tant que manager, c'est évident, ou alors que vous serez amené à vivre si vous fréquentez des managers. C'est le décalage de positionnement. Le positionnement parfait, entre guillemets, du manager se trouve exactement au centre du triangle. Alors, il doit normalement être positionné entre la direction, le client et les collaborateurs. Les clients ou les collaborateurs. Ça, c'est le positionnement idéal du manager. Mais comme nous sommes tous humains, soumis à des biais, soumis à des injonctions de motivation, soumis à notre volonté de bien faire, évidemment, le manager va se dépositionner et va parfois prendre le parti de ses collaborateurs. Parce que quand même, le client est très exigeant et la direction aussi, alors que mon collaborateur a fait de son mieux. Ou alors, le manager peut être amené aussi à se dépositionner et aller, par exemple, un peu plus du côté de la direction. Parce que quand même, les clients sont très exigeants, les collaborateurs aussi, mais finalement, la direction a raison. Là, le manager qui se positionne ou qui se dépositionne du côté de la direction sera en général perçu comme un faillot. Il est voilà, proche de la direction. Évidemment, ce sont comment dire, des positionnements dont on a tous entendu parler en entreprise, du moins. Il existe aussi un type de manager qui va se déporter du côté du client parce qu'il est tellement impliqué dans sa mission, il veut tellement donner satisfaction au commanditaire de sa mission, à la personne qui lui a confié une mission, il va tellement vouloir s'impliquer qu'il en a oublié parfois, peut-être même le bien-être de ses collaborateurs ou leur fonctionnement, ou même parfois les attentes de la direction, en oubliant quasiment qu'il fait partie d'une entreprise parce qu'il est au service de la gestion de projet d'un client. Et ça, c'est quelque chose qui peut se retrouver, qui peut exister.
et qui peut vous arriver. D'ailleurs, je voulais vous demander, est-ce que vous avez déjà rencontré ce type de situation? Est-ce que vous-même, vous avez déjà constaté qu'un manager dans votre entourage avait tendance à aller du côté de la direction des clients ou des collaborateurs? Ou est-ce que vous-même, vous êtes déjà arrivé à cette conclusion vous concernant? Vous pouvez ouvrir au micro ou simplement écrire dans le chat comme vous le souhaitez. Je regarde régulièrement les messages qui tombent en tout cas. Si vous voulez, si vous souhaitez répondre par écrit, je poursuis comme ça aussi sur la presse, parce que c'est vrai qu'on a Bah, quelques éléments. Oui, oui, Félix, je vous écoute. non, non, je vous en prie, pas de souci. Non, non, je pense que ça doit être un peu commun pour tout le monde en fonction de la situation et du cas. Justement, on va se positionner. On a nos biais malgré tout, même si on essaye d'être le plus objectif possible toujours et qu'on lutte contre ça, on aura quand même, oui, on aura toujours un petit biais en fonction de la situation et du contexte. Exactement. Et merci de le préciser, Ophélie, tout dépend de la situation et du contexte. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'un manager sur un dossier peut être très proche de la direction, alors que sur un autre dossier, il peut être très proche des collaborateurs ou des clients. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas quelque chose de figé. C'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Et c'est pour ça que ça rend aussi l'appréhension du manager lui-même assez complexe. Parce que parfois, on va le sentir empathique sur un sujet et parfois plutôt détaché et du côté de la direction. Donc ça, c'est quelque chose qui incite largement à réaliser un examen de conscience ou en tout cas à prendre du recul par rapport à sa propre fonction de manager. Et si vous êtes manager d'un département RH, vous êtes aussi manager et donc du coup soumis à ces variations. Je prends la remarque de Manon immédiatement. Euh, Exactement, exactement, en fait. Manon explique que finalement, dans son entreprise, certains managers changent de position et que ça a des répercussions sur leur propre poste, sur leur propre positionnement. Mais absolument. En fait, parce que finalement, lorsque on est manager et lorsque on se déporte du côté de la direction des clients, des collaborateurs, nécessairement, ou en tout cas très souvent, c'est au détriment d'autres parties. Et donc, du coup, ça peut même mettre le manager en position de difficulté vis-à-vis de sa direction, de ses clients ou de ses collaborateurs. Donc, évidemment, là, ce qui est expliqué ici et j'allais dire l'attention que j'aimerais porter sur ce point, c'est vraiment la possibilité que vous avez de, 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 d'identifier votre positionnement en fonction des dossiers, en fonction des personnes que vous avez en face de vous. Et ça, c'est super important que de garder j'allais dire, cette ligne de conduite, cette vision de vous-même dans l'organisation. Absolument, Bruno. On est toujours dans les injonctions paradoxales et dans les injonctions motivationnelles. On va y venir ensuite. Sois fort, fais plaisir, sois gentil, fais des efforts, etc. On va y venir. Mais c'est effectivement ça. On est toujours dans une forme d'injonction euh, qui sont paradoxales et qui sont parfois même antinomiques, en fait, qui sont même parfois complètement opposées et on essaye de composer. Et c'est dans cette antinomie qu'on est censé incarner la cohérence et le courage managérial, notamment en termes de transformation et notamment en termes de changement. Stéphanie, vous êtes de retour? Je vous ai vu quitter la session. Ah, votre micro doit être coupé, je pense. J'ai eu un bug informatique. Ok, très bien, très bien. Donc, vous n'avez pas raté grand-chose. On disait simplement, on précisait le contexte, qu'effectivement, on était tous soumis à des injonctions. Parce qu'aujourd'hui, manager en 2023, c'est donner du sens, développer l'autonomie, ouvrir l'information, développer l'agilité et les approches itératives et insister sur le droit à l'erreur. Alors, j'aimerais qu'on prenne 2 secondes. Parce que, en fait, parmi ces 5 points, ce sont des points tarte à la crème. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donner du sens. On l'a entendu beaucoup ces dernières années dans les entreprises qu'il fallait donner du sens aux actions, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Dans le contexte dans lequel on est, ces 3 dernières années, on a entendu que certaines activités étaient essentielles, d'autres n'étaient pas essentielles. Et il y a des personnes qui ont fini par le croire. Je ne suis pas essentiel pour la société. Mon rôle, mon job, mon bullshit job, comme le veut l'expression, des jobs qui ne servent à rien, finalement, n'a aucun intérêt pour la société et je ne crée pas de valeur. Quand vous avez des collaborateurs qui touchent du doigt cette réalité, ça doit vous avertir, vous, en tant que manager. Parce qu'en fait, il y a 2 phénomènes dont vous avez certainement entendu parler ces dernières années.
qui sont développés depuis la pandémie notamment, le quiet quitting et le big quit. Donc, ce sont deux termes anglais que je vais préciser et traduire. Mais le big quit, c'est 70 millions d'Américains, donc un tiers de la population active, qui, du jour au lendemain, a décidé de quitter son job. Et vous l'avez peut-être vu sur les médias sociaux ou dans les zappings ou à la télé, les managers, les collaborateurs décrochaient le micro de leur centre commercial ou de leur entreprise en criant: mon manager, ma direction sont des incapables, sont des incompétents, je quitte l'entreprise pour faire quelque chose qui a du sens. 70 millions de collaborateurs aux États-Unis, ça a fait vaciller l'économie entière du pays. Ça veut dire qu'une crise de sens aux États-Unis a conduit à ce que les entreprises ne soient plus en mesure d'assurer de manière fluide la logistique, l'organisation et le fonctionnement de leurs produits et de leurs services aux États-Unis. C'est considérable. Ce même phénomène arrive en France avec une crise de sens et des personnes qui quittent leur job. Des personnes qui veulent, qui lâchent tout, qui sont responsables marketing dans une grande boîte à Paris et qui décident d'aller élever des moutons dans le Larzac. C'est bien évidemment caricatural, c'est bien évidemment un trait tiré, mais cette démarche-là, depuis la pandémie, a été largement suivie. Et j'en veux pour preuve toutes les personnes qui ont changé de job, qui ont changé d'orientation après la période qu'on a vécue. Le deuxième phénomène qui est, à mon avis, essentiel pour comprendre ce que ça veut dire donner du sens, c'est qu'aujourd'hui, on a ce phénomène de quiet quitting, qui est finalement de faire le minimum, ou en tout cas de faire ce qui est indiqué sur son contrat de travail. Ça veut dire qu'à 17h01, si mon contrat prévoit que j'arrête à 17h, je ne vais pas passer un coup de téléphone, même si ça rend service à mon collègue et à ma direction. Ce phénomène de quiet quitting s'oppose à la hustle culture. Pendant la hustle culture, alors je suis désolé pour tous ces anglicismes, mais c'est vraiment des termes qui sont issus de la culture américaine et issus du business outre-Atlantique. Donc je vais évidemment là aussi traduire ces termes. Mais la hustle culture, en fait, c'est la culture du travail. C'est de travailler pour travailler. C'est la culture de la performance. C'est le culte même, je dirais, de la performance au travail. C'est évidemment une absence totale de droit à l'erreur. C'est pour vous la possibilité d'aller faire du sport, oui, mais 1 heure pour pouvoir revenir et être plus performant derrière votre bureau. C'est finalement la possibilité d'être en permanence performant pour s'investir dans l'entreprise, pour finalement développer la Startup Nation et les futurs dirigeants de demain. Dit comme ça, c'est un peu caricatural, mais là aussi, pour le coup, c'est assez vrai. C'est-à-dire que pendant des années, on a travaillé, on a œuvré, on a formé nos têtes blondes en école de commerce dont je fais partie, pour qu'ils deviennent les dirigeants de demain, les managers de demain, les RH de demain, avec ce culte de la performance. Sauf qu'aujourd'hui, avec cette crise de sens qu'on voit sur ce point 1, nécessairement, il y a la mission des managers est de redonner du sens et de réexpliquer pourquoi, en fait, c'est important de rester à 17h01 pour passer un coup de téléphone qui va permettre d'aider son collègue derrière. Et finalement, c'est à vous, en tant que RH, de redonner du sens et aussi en tant que manager, à avoir conscience de ces problématiques pour les faire vôtres, finalement. Et c'est ce qui va vous permettre ensuite, bien évidemment, de développer l'autonomie des collaborateurs. Ouvrir l'information, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, c'est reconnaître le fait qu'aujourd'hui, l'information est ouverte et disponible partout pour tout le monde. Ce qui fait que si on cache un dossier sur son entreprise, peu ou prou, sur les médias sociaux, ça sortira. Notamment sur des comptes Instagram qui sont dédiés à cela, avec balance ton cabinet de conseil, avec oui, Stéphanie, je vous vois lever les yeux, mais effectivement, il y a des comptes qui sont donnés comme mission de mettre en avant, d'être des lanceurs d'alerte pour ce qui se passe en entreprise. Donc, imaginez que l'information reste entre les quatre murs du bureau, c'est une douce illusion. Parce qu'aujourd'hui, les communications sont ouvertes, la communication est beaucoup plus horizontale que verticale, et qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de s'adapter et doivent s'adapter à cette nouvelle réalité de communication. Évidemment, l'agilité, l'adaptation, la transformation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en intro, c'est effectivement devenu une norme dans les entreprises. Et c'est pour ça que les approches itératives et le droit à l'erreur sont, d'après moi, essentielles pour, j'allais dire, maintenir une continuité. Parce que si on ne réfléchit pas aux nouvelles façons de faire, si on n'accepte pas de se tromper et de refaire pour apprendre, et donc qu'on n'arrive pas à mettre effectivement en place une organisation apprenante, qui est d'après moi une condition de pérennité des organisations aujourd'hui, on perd, je pense, de la substance et surtout on a du mal à embarquer des équipes dans un contexte qui est en permanence changeant et qui se transforme.
Et en fait, là, j'ai repris un acronyme qui est évidemment connu et que j'ai repris dans un article d'Harvard Business Review qui est, si vous connaissez une référence, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à connaître HBR parce qu'il propose des articles en français et en anglais avec des podcasts super bien faits qui vous permettent de développer votre culture managériale et votre culture business et même RH parce qu'ils ont beaucoup d'articles et d'éléments qui vont dans ce sens. Donc, je vous invite vraiment à regarder HBR. Harvard Business Review pour développer ces connaissances-là. Et ils reprennent le terme de VUCA, qui est la volatilité, le côté incertain, la complexité et l'ambiguïté du contexte dans lequel on vit. Le VUCA est vraiment fait pour qualifier la période qu'on est en train de vivre actuellement, qui est évidemment volatile, incertaine, complexe et ambiguë sur certains aspects. Qu'il s'agisse de problématiques d'entreprise, de société d'entreprise, ou même de société en termes de société, en termes de nation, aujourd'hui, on a des problématiques qu'on ne peut pas distinguer. Les problématiques de genre, les problématiques liées aux faits religieux en entreprise, à l'identification, etc. Tout ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas ignorer en tant que manager et vous êtes obligé de savoir où vous allez et quel cap vous donnez à votre propre mission en tant que manager. Et là, on en vient à quelque chose qui me paraît essentiel. Ce sont comment vous, en tant que manager, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir manager? Comment avez-vous été nommé ou comment nommez-vous vos managers? Comment vous les accompagnez et comment accompagnent-ils eux-mêmes leurs collaborateurs? Quels sont les outils à leur disposition pour accompagner au mieux les collaborateurs? Et tout ça, c'est des questions qui sont, à mon avis, vitales. Parce que dans ce contexte-là, si vous ne vous posez pas ces questions de comment les managers sont nommés, comment ils accompagnent les équipes et ce qu'ils font pour les collaborateurs, et pour terminer, ce que vous faites pour eux, bah, typiquement, ça me paraît compliqué que de leur demander d'assurer les missions dont on parle. Et finalement, aujourd'hui, en fait, c'est un peu un reproche que j'ai sur beaucoup de formations de management que j'ai pu suivre ou que j'ai pu découvrir, c'est que on parle souvent des principes managériaux comme je l'ai fait en début de la session, avec typiquement les styles managériaux, le contexte, le positionnement du manager vis-à-vis de sa direction et de ses collaborateurs, etc. OK, mais à quel moment on demande au manager lui-même d'apprendre à se connaître, de devenir un leader? Comment un manager fait pour devenir un leader? Comment il fait pour embarquer effectivement ses équipes? Et toutes ces questions-là, en fait, dans ce contexte changeant, elles doivent remettre le manager et la politique de l'entreprise au centre. C'est central de savoir que le manager qui est à la tête de cette équipe porte telle et telle valeur. Qu'il a, et là je vais faire le teasing de la suite, qu'il sait se connaître, se positionner et qu'il sait aussi quand il se déporte de sa position de manager pour aller vers la direction, vers les clients, vers les collaborateurs, mais quels outils on donne effectivement au manager pour ça? Comment on arrive à lui amener les clés qui lui permettront d'appréhender ce côté incertain. Et c'est ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les managers sont avant tout des personnes, sont avant tout des humains, qui sont drivés, motivés par les mêmes drivers émotionnels que tout à chacun subit, à savoir, sois fort, fais des efforts, dépêche-toi, fais plaisir et sois parfait. Si ces injonctions, comme le disait Bruno tout à l'heure, vous sont connues, c'est qu'il y a une raison toute simple. Vos parents, votre papa et votre maman, alors j'aborde évidemment un sujet personnel, qui est la famille, qui est le cadre éducatif, mais nous sommes tous des humains. Nous sommes tous issus d'un cadre familial et d'un cadre éducatif. Il me semble. Après, je veux pas, voilà. Mais globalement, on a tous eu ce cadre-là. Et dans ce cadre-là, dans l'éducation qu'on a reçue, on a tous été drivés par ces injonctions. Sois fort. Donc, sois fort, ça implique que la personne trouve en elle-même les ressources pour elle-même sans aller demander de l'aide aux autres. Il faut savoir qu'on est plus ou moins sensible à cette injonction. Et on est tous issus d'une culture, évidemment, Bruno. Évidemment. Mais dans notre culture, les injonctions qui sont là, elles sont particulièrement marquées. Vraiment. C'est la capacité qu'on a à aller rechercher en nous-mêmes avec le soi fort sans aller demander aux autres. Le fait des efforts, là, très clairement, on va demander à l'enfant, au manager, au collaborateur de se plier ou en tout cas de s'harmoniser avec le contexte qui est le sien et ce qui lui est demandé. Dépêche-toi, en général, c'est évidemment une volonté d'efficacité qui est demandée derrière, d'efficience, d'efficacité qui est évidemment demandée. Le fait plaisir, c'est être serviable, être se rendre disponible pour ses équipes, pour sa direction ou pour ses clients. Et soit parfait,
Là, il y a quelque chose de très judéo-chrétien, de marqué dans ce que je viens de dire, sois parfait. Ça fait référence à la perfection et à la perfection biblique, sois parfait comme ton père. Là aussi, il y a quelque chose de très ancré dans l'éducation qu'on a reçue. Et on peut pas, encore une fois, on ne peut pas distinguer l'aspect managérial. On ne peut pas distinguer l'aspect managérial de la culture dans laquelle on est. J'ai bossé avec une personne qui s'appelle Guillaume Tastet, qui est un expert en management, qui est excellent. Il vit du côté de Toulouse. Il a monté une matrice pour déterminer l'équipe parfaite. Il fait des études à travers le monde entier. Il a des clients comme Derichebourg, comme l'armée de l'air, etc. Et en fait, il amène une notion religieuse, culturelle au management. Alors, attention à tous les rageux qui vont mettre des commentaires dans la vidéo, à toutes les personnes qui entendent ce que je dis, parce que je sais que lorsque je diffuse ce type de propos, je mets énormément de guillemets, d'avertissements, etc. Le fait religieux peut être abordé comme un aspect culturel dans nos entreprises, et c'est pas mal, c'est pas interdit de le dire, et on a le droit d'en parler. Une fois que le cadre est posé, il explique que, en fait, nous, en Europe, on est très Ancien Testament dans la culture judéo-chrétienne, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on fait une erreur, c'est presque une punition divine. Là où lui a étudié ces phénomènes d'un point de vue outre-Atlantique, aux États-Unis notamment. Culturel, c'est vrai, Bruno. Et il a étudié ça d'un point de vue américain, d'un point de vue outre-Atlantique. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que eux sont très Nouveau Testament. Ce qui fait que eux considèrent que lorsque ils font une bêtise, ils font une erreur au travail, en fait, c'est Dieu ou la puissance divine qui leur envoie la possibilité de faire mieux. Donc, il y a quelque chose de très constructif et de très positif dans l'approche américaine, ce qui fait qu'un entrepreneur aux États-Unis qui a échoué 12 fois, bah, la 13e fois se verra accorder un crédit encore plus important. Vous connaissez tous cette histoire. Alors qu'en France, lorsqu'on échoue une dizaine de fois, on ne va pas aller demander un prêt à la banque pour la 11e. On est tous plus ou moins sensibles à ces questions-là, mais pour le coup, c'est très marqué. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas distinguer l'approche culturelle de l'approche managériale dans les entreprises et de ce qu'on est en tant qu'individu et de l'éducation qu'on a reçue avec ces différentes injonctions qu'on voit. Donc ça me paraissait essentiel de l'amener parce que finalement, ça nous permet aussi de prendre du recul et de relativiser sur ce qu'on croit être absolument solide, euh, dur et immovible et immuable. Est-ce que vous avez peut-être des réactions ou des remarques à l'écoute de ces propos? Parce qu'en général, c'est vrai que c'est assez, ce sont des propos qui font en général assez réagir. Oui, j'ai fini. Ah, c'est quoi que vous vouliez réagir? Non, pour moi. Alors, à ce moment-là, je poursuis sur les autres éléments qui vont venir influencer le manager, les RH, les dirigeants, les biais cognitifs. Là, je vous présente un codex de 70 absolument, Bruno. Et on verra que la culture individuelle et la culture d'entreprise sont en général intimement liées parce que on ne choisit pas une entreprise par hasard. On ne choisit pas une activité, un job par hasard. On ne choisit pas ses amis, on ne choisit pas son conjoint, on ne choisit pas ses hobbies par hasard. Tout est conditionné. Notre histoire conditionne là où on en est aujourd'hui. Et là où vous en êtes aujourd'hui, c'est la somme des actions, c'est le résultat de la somme des actions que vous avez menées jusque-là, peu ou prou. Et finalement, tout ce que vous faites aujourd'hui va donner comme résultante ce que vous serez demain. Mais ça, c'est assez logique finalement. Et lorsqu'on agit aujourd'hui, il se trouve qu'on est soumis aussi à des biais cognitifs. On est aussi soumis à des choses inconscientes, à des phénomènes inconscients qui viennent nous bousculer, qui viennent nous challenger sans même qu'on s'en rende compte finalement. Typiquement, le biais d'exposition. Si demain, je vous explique en long, en large et en travers, je vous le donne en mille, que la Terre est plate, vous allez me dire, Aurélien, t'es bien gentil, mais arrête de passer trop de temps sur TikTok. Arrête de regarder les mauvaises personnes. Arrête d'écouter les mauvaises personnes. Oui, mais si je vous répète tous les jours, que la Terre est plate, même si vous êtes persuadé et que vous savez que la Terre est ronde, il y a un moment où vous douterez. Il y a un moment où vous vous direz, quand même, est-ce qu'on est vraiment sûr que la Terre est ronde? Est-ce que finalement, on ne serait pas sur une demi-sphère? Est-ce que voilà. Et quand je vous dis ça, c'est une façon d'illustrer que depuis environ 5 ans, il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'affirmations dans notre société et dans les sociétés qui sont vues comme vraies, qui sont vues comme immuables. Parce qu'on les répète et qu'on les répète et qu'on les répète. Ça, ce type de biais s'applique aussi directement au manager ou au RH. Ouais, non, t'as vu la nana de la compta? Ouais, non. Elle est pas sympa, hein. Franchement, là, depuis qu'elle est là, elle est pas sympa.
Bah, je sais pas, moi, je lui ai jamais parlé. Mais si quelqu'un vous répète depuis 6 mois, tous les jours, que la nana de la compta est pas sympa, même si vous ne lui avez jamais parlé, vous aurez un a priori négatif sur cette personne. C'est le biais d'exposition, tout simplement. Alors que, si ça se trouve, Gisèle de la compta est une personne tout à fait charmante. Bon, et ces petites choses-là dont je vous parle, ça peut paraître évident, mais quand on les vit, on n'a pas forcément toujours le recul suffisant pour se dire que là, vous êtes en train d'être influencé. Il y a aussi un biais d'autorité que je connais souvent parce que je suis professeur en école et je suis formateur. Donc, en plus d'animer ces sessions RH Live que j'adore, je vous propose aussi des sessions en présentiel, des formations, j'accompagne les managers et les RH. Mais en fait, ce qui est assez marrant de voir, c'est que le biais d'autorité, il est évident. Et parfois, je m'amuse beaucoup à sortir des énormités à mes élèves ou à mes stagiaires pour voir quel est leur niveau d'esprit critique. Parce qu'une des compétences comportementales essentielles qui est attendue aujourd'hui d'un manager, c'est bien critique. D'ailleurs, à ce sujet, je vous recommande un excellent podcast de Story RH, le podcast qui ne vous raconte pas d'histoire, de Marais et Thierry Storé, qui sont vraiment, enfin, ils font un podcast vraiment excellent chaque semaine. Je vous invite vraiment à découvrir leur contenu parce que c'est riche, c'est vraiment plein d'infos. Je parle bien de l'esprit critique, pas l'esprit critique, l'esprit de critique. Hein, ne pas confondre les deux. L'esprit critique, c'est avoir la capacité à prendre de la hauteur sur les choses, de prendre de la hauteur de vue, de prendre du recul sur ce qui nous a amené. Et ça, pour le coup, parfois, c'est assez compliqué et c'est ce qui, d'après moi aussi, implique parfois qu'on manque de courage managérial. Parce qu'on n'est pas capable de prendre de la hauteur par rapport à la situation. On ne va pas aller dire effectivement ce qu'on pense à notre collaborateur, à notre dirigeant ou à notre client, de peur de ça, on ne sait pas. Mais voilà, la situation la plus courante, c'est la situation est comme ça. Ah oui? T'en es sûr? Oui, bah oui, c'est évident. Mais tu lui en as parlé? Bah non. Mais avec le regard que je lui lance depuis une semaine, c'est difficile de comprendre comme il n'aurait pas compris. En fait, il y a des implicites. Et Bruno, vous validez, mais j'imagine que Stéphanie, que Manon, vous avez déjà vécu ce genre de situation. Tu lui as parlé du problème? Non, mais il le sait. Mais comment tu sais qu'il le sait? Bah, c'est évident. Mais c'est évident pour qui? Voilà. Ça, c'est exactement ce genre de situation contre lesquelles je lutte au quotidien. Et c'est pour ça que j'arrive à ces principes initiaux. Tous les phénomènes émotionnels sont créés par vous. Toutes vos pensées, vos paroles, vos actions sont conditionnées par votre histoire et vos expériences. C'est ce que vous amenez jusque-là. Là, c'est très ancré par rapport à vous-même, par rapport à vous, le futur manager, la future RH en reconversion, le futur consultant, les personnes qui donnent des conseils que vous êtes actuellement. N'oubliez jamais que tout ce que vous êtes est lié à votre histoire, à votre expérience. Et donc, du coup, c'est ça aussi que vous amenez en tant qu'humain dans l'entreprise ou en tant que conseil. Il y a une phrase de Carl Jung que j'aime beaucoup qui dit « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin ». J'aimerais vraiment que, si vous en avez la possibilité, vous puissiez aller marcher en réfléchissant à cette phrase. Parce qu'il y a tout un tas de situations que vous avez pu être amené à vivre jusque-là qui se retrouvent et qui se relatent dans cette phrase de Carl Jung. Votre esprit crée votre réalité et vos perceptions. C'est exactement ce que je vous disais par rapport à Gisèle de la Compta, par rapport au problème dont on ne parle pas, mais qui est évident pour tout le monde, mais dont personne ne parle et qui est évident pour tous. Voilà, tout ça, c'est à mon avis des choses que vous devez prendre en compte parce que ça crée des émotions qui vous conditionnent à fonctionner d'une certaine manière et qui vous conditionneront encore pour la suite. C'est pour ça que j'aime dire que les émotions sont conditionnées. Elles sont conditionnées par votre histoire et elles sont conditionnantes parce qu'elles vont conditionner votre fonctionnement suivant. Est-ce que ces notions sont claires pour vous? Parce que c'est vrai que ce sont de vraies notions. N'hésitez pas à me couper ou à me poser des questions si vous en avez un. J'essaie d'avancer parce que c'est vrai que l'heure passe, mais et qu'il y a quelques notions que j'aimerais vous amener, mais n'hésitez pas, hein, vraiment. C'est OK pour vous? OK, alors je poursuis. Euh, Merci Ophélie. Le rôle des émotions dans le management. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les émotions sont tout. Quand je dis que les émotions sont tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites et tout ce que vous faites sont conditionnés par une émotion. Ce qui fait que, en fait, même dans la définition, dans l'étymologie du mot émotion, motion, c'est le fait de bouger et vers l'extérieur. C'est ce qui va vous emmener à pousser, à aller vers l'extérieur. Ça va créer une impulsion. C'est pour ça que quand vous êtes stressé, vous aimez bien aller voir d'autres personnes. Donc, vous avez une action d'aller voir les autres pour vous rassurer. Même chose quand vous êtes triste. Parfois, on aime aller parler
à des personnes et finalement vider son sac. Ça, c'est pareil, c'est une action. Les émotions servent à ça finalement. Et comme je vous le dis à l'instant, elles vous poussent à agir. Et comme le disent très bien les acteurs de Et tout le monde s'en fout, vos émotions vous poussent à agir et surtout, c'est le langage de votre cerveau. Quand vous pleurez parce que madame ou monsieur est parti et que vous vous noyez dans un torrent de larmes et de glace à Gendas devant Netflix un samedi soir pour noyer votre chagrin, finalement, oui Bruno, finalement, vous ne dites pas « Oh mon Dieu, le monde s'arrête et ma vie avec ». Vous vous dites « Ça y est, mon cerveau comprend qu'il y a quelque chose qui est en train d'être acté, qu'il y a un changement qui est en mouvement, et là, du coup, c'est bon, je suis disponible pour autre chose ». Et évidemment, sur le coup, vous ne vous en rendez absolument pas compte, vous vous noyez devant votre programme Netflix et votre pot de glace à Gendas. Évidemment, ça fait beaucoup de bien. Ça ne règle rien, mais ça fait beaucoup de bien, effectivement. Pourquoi j'ai mis cette flamme exbriquée ici? Pour une raison toute simple, c'est que si je prends ce briquet, juste ici, et que je passe ma main ici, je vais ressentir un léger picotement au début. Puis si je ne retire pas ma main, je vais finir par la brûler. Alors, vous allez me dire quel est le lien entre ce que je raconte sur les émotions et mon briquet qui est en train de me brûler la main. Ben, en fait, c'est une façon d'illustrer que vos émotions servent à quelque chose. Les émotions ont une fonction, notamment celle de vous faire bouger, mais aussi d'amener une réponse à une situation. La peur ne vous dit pas « Oh mon Dieu, mon entreprise va fermer, je vais licencier tous mes collaborateurs ». La peur vous dit « Voilà ce qui pourrait se passer si vous ne réagissez pas ». Donc finalement, la peur, c'est le stratège de votre cerveau qui va vous permettre d'agir et pour répondre à une situation que la peur, votre côté émotionnel, a identifiée. Et on ne peut pas devenir un manager, on ne peut pas devenir un leader si on n'a pas conscience de ses propres émotions. Et en fait, Daniel Goleman, qui est le père de l'intelligence émotionnelle, qui a écrit le premier ouvrage qui s'appelle L'intelligence émotionnelle, qui est la référence du genre en 94, oui, on a eu 2000 ans d'évolution pour commencer à s'intéresser à l'intelligence émotionnelle. Ça fait des décennies, pour pas dire des siècles, qu'on s'intéresse à l'intelligence, à la capacité qu'un individu a à se servir de ses fonctions cognitives. L'intelligence émotionnelle a été étudiée seulement depuis une trentaine d'années. Donc, c'est pour dire. Mais derrière intelligence émotionnelle, il y a évidemment une forme d'intelligence qui guide les personnes, encore une fois, comme je vous l'ai dit, à une véritable action. Donc, de quoi sont composées les sphères de l'intelligence émotionnelle et comment les managers et les leaders, comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment ces leaders et ces managers fonctionnent pour utiliser les émotions pour servir, embarquer et engager leurs équipes. C'est parti. La première des choses, c'est d'avoir conscience de ces émotions. Savoir que oui, comme tout individu, je ressens des émotions. Il y a des émotions qui me traversent, effectivement. Et parfois, je peux utiliser ces émotions pour être guidé et savoir qu'elles m'influencent. Ça, c'est le premier point de l'intelligence émotionnelle. La seconde sphère de l'intelligence émotionnelle, c'est d'être capable de reconnaître ces émotions et de reconnaître le fait qu'elles nous influencent. On est tous influencés par nos émotions. Tous, tous, tous. Le seul problème, c'est qu'on s'en rend pas compte. Quand en mars 2020, des milliers de chefs d'entreprise ont pris des décisions, d'entreprises du CAC 40 ou de grandes boîtes ou quoi, ont pris des décisions pour des millions de collaborateurs en mars 2020, ils l'ont tous fait sous stress, sous peur et anxiété. Tous. Je connais personne qui, en mars 2020, a décidé de laisser fonctionner sa société ou de la fermer sans avoir eu peur des conséquences. Parce qu'on n'avait aucune idée, on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Et on a pris ces décisions à la lumière de nos peurs, de nos émotions. Et c'est très bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en est là pour en parler aujourd'hui. Mais le seul problème de cette situation-là, c'est qu'on n'avait absolument pas conscience qu'on était tous en train de vivre une forme de peur et d'anxiété généralisée. Et c'est ça le problème. C'est pas de ressentir des émotions, c'est qu'on n'en a pas conscience. C'est pour ça que la deuxième sphère de l'intelligence émotionnelle, la deuxième partie, est extrêmement importante, c'est d'être capable de reconnaître l'influence qu'ont nos émotions sur nous. La troisième sphère de l'intelligence émotionnelle, c'est d'être capable de reconnaître que les personnes en face de vous ont eux aussi des émotions et qui ressentent eux aussi des choses. Et qu'on peut utiliser, c'est la quatrième sphère de l'intelligence émotionnelle, et qu'on peut utiliser ces émotions pour influencer les autres. Mais influencer les autres, pour quoi faire? Pour à la fois résoudre des conflits, parce que ça arrive parfois, et aussi
d'être capable de développer les équipes et de les embarquer et de les emmener avec émotion et engagement. Et quand on veut répondre aux deux phénomènes dont je parlais tout à l'heure, le big quit et le quiet quitting, c'est essentiel que d'avoir conscience que oui, les collaborateurs ressentent des choses. Et que s'ils partent à 17h, c'est peut-être que émotionnellement, il y a quelque chose qui ne les fait pas rester. Comment vous, en tant que manager, vous vous interrogez sur cette question-là? Comment vous, en tant que manager, vous prenez en compte cet aspect émotionnel que vous faites vivre aussi à vos collaborateurs? C'est pour moi des questions qui sont primordiales en termes managérial. Parce que finalement, on ne peut pas prendre l'aspect humain sans prendre en compte ce qui régit tous les humains, à savoir les émotions. Ça me paraît essentiel. Alors, pour apprendre à se connaître, ce que je vous invite évidemment à faire, c'est prendre du temps seul pour marcher, pour vous détendre, pour être avec vous-même, simplement pour faire le vide et prendre du recul sur les situations. Parce que c'est ça qui va vous permettre de trouver les réponses que vous cherchez au fond de vous-même. Parce que vous êtes toujours les personnes les plus indiquées pour savoir ce que vous pouvez faire de bien ou de bon pour vous-même. La méditation, ça c'est quelque chose que je vous invite vraiment à faire. En ce qui me concerne, je pratique la méditation depuis une douzaine d'années. Je suis des cours. Bon, il y a un aspect spirituel derrière ma démarche, mais il existe des méthodes, notamment la MBSR, qui est un programme de méditation entièrement laïque, dénué de tout aspect spirituel, et qui vous permet en fait de pratiquer la méditation avec le souffle, la méditation pleine conscience, et qui vous permettent de vous trouver une forme d'alignement et d'être beaucoup plus conscient de ses émotions et de ses pensées. Accepter et accueillir les émotions, toutes vos émotions, quelles que soient les facettes de ces émotions et quelles que soient les formes qu'elles prennent, acceptez-les parce que sinon vous ne pourrez jamais comprendre l'influence qu'elles ont sur vous. Et surtout, parlez-en, discutez, échangez, continuez d'apprendre, continuez d'exprimer, de verbaliser, parce que c'est aussi comme ça que vous arriverez à prendre conscience de ce que vous avez au fond. Et pourquoi se connaître? Et j'ai pas dit pourquoi en un mot, mais pourquoi, presque sous-entendu, pourquoi faire? Pourquoi se connaître? Parce que la plupart des gens, dont je fais largement partie, hein, et dont j'imagine vous faites également partie, on a du mal à se comprendre, on a du mal à se connaître, tout simplement parce qu'on ne se connaît pas, en fait. On ne sait pas ce qui nous motive, on ne sait pas ce qui provoque les changements en nous-mêmes, on ne sait pas ce qui fait que, oui, ça y est, c'est bon. On a réalisé quelque chose et on est capable d'acter le changement. Donc ça, c'est une façon pour vous-même, d'apprendre à vous connaître et à savoir ce qui va déclencher l'action chez vous. Parce que c'est ça qui drive, qui vous fait bouger. Et je pense qu'un manager qui veut apprendre à se connaître aujourd'hui, euh, comme, euh, comme cap, comme ligne de conduite, trois choses. La culture, les valeurs et le sens. La culture, sa culture à lui, qui il est, qu'est-ce qu'il veut, comment finalement il s'intègre dans un contexte. C'est ça la culture. Les valeurs, c'est la traduction des émotions ou du panel d'émotions de la personne dans le contexte. Et pour terminer, quel sens on donne au contexte, à nos émotions, pour nous faire avancer et nous donner un cap. Mesdames, Messieurs, j'ai accéléré le rythme sur la fin du webinaire parce que je voulais garder entre 5 et 7 minutes de discussion avec vous. Je voulais que vous puissiez réagir sur ces questions-là. Parce que ces notions, elles sont essentielles, elles sont cruciales dans l'entreprise. Mais j'aimerais savoir comment vous les vivez et comment elles se traduisent pour vous, ces valeurs et ces notions de valeurs, de sens, de culture. Comment vous les vivez, comment vous les appropriez et comment vous les transmettez ensuite. Je vous en prie, vous pouvez ouvrir vos micros sauf si vous êtes au volant et que vous devez faire très attention. Je ne vise personne en particulier. Non, ça y est, c'est bon, je me suis posée. Merci. Ah oui, oui, très bien, très bien. Prudence avant tout. Virginie, Manon, Stéphanie, Bruno, est-ce que vous voulez partager ce que vous avez compris, ce que vous ressentez de ces éléments? Bah, du coup, si je peux intervenir pour effectivement rebondir là-dessus, je pense que c'est un travail du quotidien, vous l'avez dit, avant même de pouvoir accompagner les autres, il faut pouvoir
savoir nous-mêmes ce qu'on ressent, etc., parce que ça a une répercussion sur la façon dont on va gérer une même situation d'un jour à un autre. Et ce qui nous permettra aussi de faire notre rôle de médiateur parfois dans certaines situations. Et là où je vous rejoins sur le côté culturel, etc., c'est qu'on est sur des entreprises et une société qui évolue de plus en plus avec beaucoup plus de brassage, où on est amené aussi à embaucher des personnes qui sont de d'autres nationalités. Et si on ne prend pas pleine notion en fait des sentiments et du vécu, etc., de chaque personne, ça va être compliqué de pouvoir avancer dans la même direction et d'avoir un rapport de management équilibré. Absolument, absolument, tout à fait. Et finalement, c'est en prenant en compte cet aspect culturel, les individus, qu'on se rend compte aussi qu'on peut en faire une force. Un, un Allemand, un Américain, un Français, un Algérien ne voit pas le travail de la même manière. Et c'est justement ce brassage culturel qui permet, à mon avis, de créer une richesse et une valeur supplémentaire. Mais je vous laisse la parole. Oui, du coup, c'est exactement ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand vous avez parlé du quiet quitting, etc., c'est vrai que j'ai justement eu l'exemple ce matin où effectivement, on a dans la même équipe une personne qui n'a pas de problème à faire au-delà de ses heures pour que le travail soit terminé, etc. Et l'autre personne qui elle, a décidé que son contrat, c'était jusqu'à 17h et qui dit au revoir à tout le monde sans aucun état d'âme, puisque effectivement, c'est écrit dans son contrat et qu'elle ne voit pas où est le mal de faire simplement ce qu'il y a décrit. Effectivement, on ne peut pas lui reprocher, mais c'est générateur de tension en fait au sein même d'une équipe quand il y en a qui attendent juste un remerciement ou d'être soutenus et que ou in fine, ils attendent presque une sanction de cette personne qui en fait ne fait que respecter les lignes de son contrat, et c'est générateur de tension, et si on n'en prend pas conscience, c'est des choses qui peuvent rapidement dégénérer en fait au-delà d'un simple respect en fait des procédures de base. Absolument. Et Juliette de Finesse, dans une intervention pour Brut, il y a quelques semaines, le dit très bien. Elle explique en fait que entre le petit jeune, alors elle prend l'exemple générationnel pour illustrer ça. Maintenant, c'est pas, je dis pas que c'est votre cas, mais elle prend l'exemple générationnel en disant, on a le petit jeune qui arrive à 25 ans, qui explique à tout le monde qu'il va travailler 2 ans pour se barrer et faire le tour du monde avec ses copines, versus on a Jean-Marc, 50 ans, qui s'est investi toute sa vie dans sa boîte et qui est là depuis 25 ans et qui comprend pas le comportement déloyal quasiment du jeune qui, lui, profite finalement de l'entreprise pour réaliser ses rêves. Et ça nous interroge tous sur notre rapport au travail, sur la notion de travail, sur le fait de travailler pour travailler, sur le fait de et simplement meubler le vide qui peut exister parfois. Donc, il y a une approche. Je vous enverrai cette vidéo si ça vous intéresse dans un mail. Je la mettrai en commentaire de cette vidéo aussi. La vidéo de Julia de Finesse qui parle de ça, et je trouve vraiment édifiante pour ça parce que c'est avant tout une question de culture, et comme vous le dites Manon, en fait, la personne qui respecte son contrat de travail, elle ne fait que respecter son contrat de travail. Je t'en prie Virginie, avec plaisir pour la présentation, et je te dis à bientôt. Et donc du coup, quelqu'un qui ne respecte pas, qui respecte son contrat de travail, à quel moment il doit être sanctionné, ou à quel moment on peut même penser à le sanctionner alors que il fait ce qu'on lui demande en fait, ou elle fait ce qu'on lui demande, cette personne. Rien de plus. Vous voyez? C'est assez. Oui, c'est exactement ça. Alors, dans mon cas, c'est drôle parce que c'est l'inverse. C'est le petit jeune qui fait au-delà de ses heures, et puis c'est la personne d'une certaine expérience qui finit à 17h. Mais oui, c'est exactement ça. Et finalement, c'est avant tout une question de culture. Et ces tensions, en fait, elles viennent justement, à mon avis, d'une incompréhension d'abord, avant de parler d'inadéquation ou de positions antinomiques. Mais c'est vraiment, voilà, comment vous recrutez les personnes, comment vous les nommez les managers, et avec quels éléments, en fait, vous leur donnez pour justement maintenir une cohésion culturelle dans l'entreprise. Et pour éviter ces tensions, évidemment. Oui, c'est pour ça qu'on appuie énormément sur l'individu, mais je pense aussi que l'organisation, l'entreprise aussi a son rôle à jouer pour mettre en place justement les conditions pour qu'il y ait des échanges, pour qu'il y ait un collectif, quoi. Et ça, je pense, et c'est pas assez souvent, je vais le dire comme ça,
ils se déchargent en fait sur les individus qui doivent se débrouiller. Et ça, je trouve, c'est voilà. Après, je pense qu'il y a peut-être un moment où ça va peut-être s'arrêter si les gens s'en vont, s'il y a trop de malaise. On va parler de RPS et autres. Mais je pense que l'organisation en elle-même, en le dirigeant, mais doit aussi, comment je dirais, remettre en cause un certain nombre de leur culture individuelle, voilà. Et ça, c'est voilà, souvent, je dirais, déchargé en fait sur les collaborateurs en bout de ligne. Et je trouve que c'est pas très RSE pour le dire. Voilà. Absolument. C'est pas très, effectivement, c'est pas les meilleurs, les meilleurs fonctionnements managériaux qu'on puisse avoir. Et en fait, le point, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, comme vous le dites, Bruno, qui en fait font une somme, en fait, qui n'ont absolument pas conscience de ce qu'on raconte. Enfin, ce dont on parle pour beaucoup de dirigeants, ça reste abscon, conceptuel. Enfin voilà, voilà. Alors qu'en fait, non, c'est très concret. Sauf que le fait qu'ils ne le prennent pas en compte, et qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur société, dans leur entreprise? Ils ont fait une somme d'individus qu'on va chapeauter par une entreprise et ça fonctionnera comme ça. Mais non, en fait, on peut pas avoir une somme d'individus qui culturellement sont complètement choisis au hasard, en fait, qui débarquent parce que ils ont vu de la lumière, passez-moi l'expression, mais c'est un peu ça. Et je parle aussi des managers, parce qu'on s'intéresse absolument pas à qui ils sont dans le processus de recrutement, et finalement, c'est ça qui va créer les tensions dont Manon parlait juste avant. Si on s'intéresse à savoir ce que veut cette personne ou une autre et quelle est sa vision du travail, ce sera beaucoup plus facile d'harmoniser et de fonctionner comme ça. Avec plaisir Manon, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Je vous renvoie le replay dans tous les cas et puis on reste en contact avec grand plaisir pour une prochaine session. C'est tout l'objet du livre que je suis en train de publier, voilà, et on aborde les sujets dont vous avez parlé et de façon beaucoup plus large, ce que je viens d'évoquer, quoi. Voilà, c'est un livre que je vais publier prochainement. Voilà, Et conclure. écoutez, très bien. Écoutez, Bruno, n'hésitez pas à me le partager. Je n'hésiterai pas à en parler après à la communauté. Non, c'est pour dire que là, c'est des sujets qui ne sont pas assez souvent, je dirais, défendus et que j'essaye un peu, voilà, avec les quelques expériences que j'ai, un peu de faire en sorte que les choses bougent un peu. Mais bon, voilà, je suis très humble, hein, mais bon. Et c'est exactement dans cette optique que s'inscrivent tous ces échanges, finalement, tout ce que vous avez amené pendant l'événement et tout ce que vous avez expliqué. Et c'est pour ça que je voulais juste sur ces éléments, en fait, finalement, c'est que prendre conscience que c'est effectivement un problème en général lié à la nomination des managers, prendre en considération les facteurs d'influence du manager quand il est en poste, définir ses valeurs et les valeurs de ses membres et former les collaborateurs les managers à mieux se connaître et les RH que vous êtes également, ça me paraît essentiel. Voilà, je vais juste terminer sur cette conclusion qui finalement reprend un peu tous les échanges. Ophélie, Stéphanie, est-ce que vous voulez ajouter d'autres éléments qui pourraient, ou d'autres impressions que vous avez eues pendant cette intervention? Non, non, bah, je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. Oui, il faudra à mon sens en tout cas, on a malheureusement souvent le cas d'avoir des managers qui sont nommés pour les faire évoluer et comme une récompense et non pas parce qu'ils sont bons dans ce poste et qu'ils en ont les capacités et ça crée pas mal de situations complexes après à gérer, quoi. Et c'est vraiment Absolument. quelque chose qu'il faut pouvoir accompagner et réfléchir. Finalement, manager, c'est un métier à part entière et pas une évolution. Absolument. Et c'est marrant ce que vous dites parce que ça me rappelle une des maximes qui avait été proposée par parti pris Jean-Marc Layet et Jenny Hertz, justement où il disait que manager, c'est un métier avant tout. C'est un véritable métier où il y a des compétences, il y a des connaissances spécifiques et un fonctionnement spécifique. Et c'est pas simplement le fait de se dire, tiens, c'est un bon technicien ou alors il s'entend très bien avec ses équipes et il va devenir un bon manager. Non, rien à voir. Et ce que vous dites, Ophélie, c'est exactement ça. C'est s'interroger réellement sur les personnes, les membres, les humains qui composent nos équipes. Et c'est exactement ça. Et merci pour ce mot de la fin, Ophélie. Bah, merci à vous pour cette présentation.
Je vous souhaite une excellente après-midi. Merci à nouveau pour votre participation, pour vos interventions, et je vous souhaite une excellente après-midi. Le replay sera disponible sur YouTube prochainement, et je vous l'envoie par mail dans les jours qui viennent. Avec plaisir, Stéphanie. Merci à vous. Bel après-midi, et Bruno, à bientôt. Et n'hésitez pas à m'envoyer votre ouvrage, dont je n'hésiterai pas à parler à la communauté. D'accord. Merci beaucoup. Merci. À Bonne journée, bientôt. bel été. Au revoir. Merci, Merci à vous Ophélie. pour l'animation de Bel après-midi, Ophélie. Merci. Au revoir.